Alors, avant de commencer, je vous donne Déjà, je vais vous dire un peu ce dont il va s'agir. Je vais parler de politique française. Mon sujet favori, n'est-ce pas? Vous allez entendre... Il n'y aura pas vraiment, je pense pas vraiment de difficulté, à part mon discours. Mais sinon, je vais mentionner Jacques Chirac, qui était président il y a quelques années, Lionel Jospin, qui était Premier ministre, Et Raffarin. sous Jacques Chirac. Non, je ne vais même pas parler d'Raffarin. Voilà, il y aura quelques chiffres histoire de vous embêter, mais sinon ça devrait aller. Et on va parler des présidentielles et des législatives. Voilà. Chers collègues, le 7 mai dernier à 20h, une grande majorité de Français a poussé un soupir de soulagement. Après une campagne acerbe, le candidat du moins pire l'avait remporté sur la candidate du pire. Le candidat de l'ouverture sur la candidate du repli sur soi, un candidat populiste l'avait remporté sur une candidate populiste. Dans tous les cas, Emmanuel Macron avait réussi à remporter 66,1% des voix et Marine Le Pen, face à lui, avait un peu plus d'un tiers, à 33,9%. Cela signifiait donc une majorité écrasante en faveur de l'Europe et contre le fascisme, au moins aux yeux de certains. Le 7 mai dernier à 20h, la quasi-totalité des Français a poussé un soupir de soulagement. Cette terrible campagne, la pire campagne de l'histoire de la Ve République, ou la pire campagne de l'histoire de France, était enfin terminée. À ce moment, je souhaite faire un petit aparté. Je vous invite et je lance un appel pour que l'on arrête, une fois pour toutes, de qualifier de pire ou de meilleur tout ce qui se passe dans l'actualité. Qu'on arrête de dire en janvier qu'un film qui vient juste de sortir est le meilleur film de l'année. Qu'on arrête de parler de la pire crise du siècle lorsqu'on est en 2008, ou de la pire campagne de l'histoire lorsque l'on pense à la campagne française ou à la campagne américaine de l'année dernière. Je crois que tout simplement, on en est à l'heure d'Internet, à l'ère du commentaire à outrance, à l'ère des chaînes d'infos en continu, et que tout simplement, on a un peu la mémoire courte. Bref, tout ça, c'était une parenthèse, je la ferme. Donc, je le disais, la totalité des Français, ou presque, étaient soulagés et allaient maintenant avoir 5 ans pour se remettre de cette terrible campagne. Enfin, le 7 mai dernier à 20h, beaucoup de gens dans le monde ont poussé un soupir de soulagement. La campagne des présidentielles françaises était enfin terminée et chacun allait pouvoir revenir à sa politique nationale. Alors cela dit, cela devait peut-être arranger certains, par exemple l'informatrice aux Pays-Bas, de savoir que tout le monde regardait ailleurs et ne s'intéressait pas à son échec de former un gouvernement. Quoi qu'il en soit, tous ces gens qui ont pensé tout ça et qui ont tous poussé ce soupir de soulagement avaient tort. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, ce n'était pas une campagne si acerbe que cela. D'ailleurs, plutôt qu'une campagne acerbe, c'était une campagne tout simplement inexistante. On n'a pratiquement pas parlé politique, on a parlé uniquement affaires judiciaires, affaires politiques. Certes, on peut dire que c'est une campagne difficile pour tous ceux qui en sont sortis avec un poignard dans le dos. Et ils sont nombreux. Deuxièmement, à ceux qui diront que c'est la victoire de l'ouverture contre le repli sur soi, eh bien, je vais citer les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur pour rappeler que Emmanuel Macron n'a gagné que 43,61% des inscrits. Donc ça veut dire que si l'on retire l'abstention et les votes blancs et nuls, Emmanuel Macron n'a même pas 44% des électeurs derrière lui. Marine Le Pen se retrouve à un peu plus de 22%. Et enfin, ceux qui croient que l'on est enfin débarrassé de cette terrible campagne, eh bien malheureusement je vais les décevoir, puisque ce n'est que le début. On l'a vu ces derniers jours, la formation du gouvernement aura été très difficile après cette campagne. Après avoir mené une campagne ni de droite ni de gauche, le nouveau président Emmanuel Macron, on aura bien eu du mal
à nommer son Premier ministre. Cela dit, il a été très cohérent puisqu'il a nommé un Premier ministre, Édouard Philippe, qui est à la fois traître du PS et des Républicains. Comme ça, tout le monde est mécontent. Et cet après-midi, il y a quelques heures à peine, ont été dévoilés le nom des ministres. Donc le gouvernement sera un mélange, comme annoncé, de gauche, du centre, de la droite, des gens de la société civile, et puis un gouvernement paritaire, avec, je crois, 12 hommes et 11 femmes, si je ne dis pas de bêtises. Si on compte le Premier ministre, je pense. Mais surtout, ce n'est que le début, parce que, désolé de vous décevoir, nous allons à nouveau devoir voter. Les Français vont être appelés aux urnes les 11 et 18 juin prochains pour les élections législatives. Les électeurs devront donc élire les 577 députés qui forment toute l'Assemblée. Donc, ce sera un renouvellement total de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français. C'est sans doute pour ça que la plupart des médias ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement qui était nommé, c'était le premier gouvernement du quinquennat Macron, parce que tout le monde sait pertinemment que d'une part, en France, on aime beaucoup les remaniements, c'est-à-dire que dès qu'il y a une crise politique, on change quelques têtes et on recommence à zéro. Et puis d'autre part, tout le monde sait bien que dans un mois, le président va être peut-être obligé de suivre la majorité législative à l'Assemblée pour peut-être soit nommer un nouveau Premier ministre, soit carrément changer de gouvernement. C'est, je trouve, une situation un peu particulière d'avoir comme ça un gouvernement en intérim, d'une certaine manière, juste après une élection. Et en fait, on peut comprendre cela si l'on revient un petit peu en arrière, quelques années auparavant. Jusqu'à l'an 2000, le président en France était élu pour un septennat, donc pour un mandat de 7 ans. Et c'est Jacques Chirac qui a décidé que ce septennat deviendrait un quinquennat, donc un mandat de 5 ans. Alors il y a plusieurs raisons pour cela. D'abord, c'était une mesure qui avait fait déjà beaucoup débat avant lui. Ça fait déjà des années qu'on parlait d'un quinquennat plutôt qu'un septennat. Certains considéraient que le septennat était en fait anachronique en Europe, puisque la France était en gros le seul pays européen à avoir un mandat de président aussi long pour un président qui a autant de pouvoir. Parce qu'évidemment, le président en France est très important. Et il n'y avait que dans des pays comme par exemple l'Italie ou le Royaume-Uni que le chef d'État avait un long mandat, mais c'est des pays, vous le savez, où le chef d'État, par exemple la reine Elisabeth, n'a que des compétences de représentation. Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième, c'est que ça aura sans doute permis à Jacques Chirac d'être réélu pour son deuxième mandat. Comme ça, il promettait un mandat un peu moins long pour le deuxième. Ça aura évité, par exemple, d'avoir Chirac pendant 14 ans, comme c'était le cas avec Mitterrand. Un nom que je n'avais pas cité tout à l'heure en vous les donnant, désolé. Et sinon, la troisième raison, c'est peut-être aussi que Jacques Chirac voulait éviter la cohabitation. Alors, qu'est-ce que c'est que la cohabitation ? Eh bien, Jacques Chirac venait du parti, le RPR, parti de droite qui est l'ancêtre de l'ancêtre des Républicains d'aujourd'hui. Eh bien, en 1997, Jacques Chirac avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, donc c'est-à-dire de renvoyer tous les députés chez eux, donc d'appeler à une nouvelle élection à l'Assemblée nationale pour en fait remettre ses troupes en ordre et avoir une majorité forte derrière lui. Malheureusement, son calcul politique n'était pas très bon et après, on se trouvait à l'époque, donc en 97, à 2 ans après, donc ça faisait 2 ans qu'il avait commencé son mandat, pardon. Donc il lui restait 5 ans sur son septennat de l'époque, et il s'est retrouvé du coup à devoir nommer un Premier ministre de l'opposition, qui était devenu majoritaire à l'Assemblée nationale, le PS, à savoir Lionel Jospin. Et donc on a eu à l'époque, pour la 3e fois dans l'histoire de la Ve République, si je ne dis pas de bêtises, un président et un Premier ministre qui ne venaient pas de la même famille politique. Donc ça, c'est la cohabitation. Et donc, c'est très probable que Chirac voulait éviter tout risque de cohabitation en passant du septennat au quinquennat. En effet,
en réduisant la longueur du mandat, on a aujourd'hui, comme je le disais, des élections présidentielles et 1 mois après, des élections législatives. Cela signifie normalement que le président peut compter sur une majorité à l'Assemblée nationale. Ce serait quand même il est assez rare en général que des électeurs en mai se prononcent pour une couleur politique et en juin aient complètement changé d'avis pour élire des gens d'une autre famille politique. Pour conclure, je dirais qu'on compare souvent le système politique présidentiel français au système présidentiel américain. Parce que dans les deux systèmes, le président est élu au suffrage universel, direct ou plus ou moins direct, mais c'est en tout cas un président qui a beaucoup de pouvoir. La différence, et on le voit ici, c'est qu'aux États-Unis, il y a des élections de mi-mandat, 2 ans après l'élection du président. Et cela veut dire que potentiellement, le Congrès peut changer de couleur, et donc que le pays pourrait devenir ingouvernable au bout de 2 ans, puisque le président peut se retrouver à essayer de gouverner avec un Congrès de l'autre bord politique. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien en France, on a décidé de faire autrement. En France, on a décidé d'avoir un pays gouvernable, mais, au moins on essaye, j'en entends qui sourit, un pays gouvernable, mais avec un président tout puissant, face auquel il n'y a pas de contre-pouvoir. Dans tous les cas, on verra ce qui se passera dans 1 mois.